Donc, cette présentation, effectivement, résume le fruit des travaux que nous avons menés avec François et puis aussi avec Jean-Guylaine, mais avec aussi une large équipe. Donc, j'ai vu quelques représentants dans les participants, je les salue au passage. On va vous résumer donc les résultats qu'on a obtenus durant ces 10 dernières années sur ce site de Kimonas, mais aussi on consacrera quelques diapositives finales pour vous parler de nos projets déjà engagés que nous aurions dû engager un peu plus s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire. Pour commencer, un petit rappel de la chronologie du début du néolithique sur le continent d'Asie du Sud-Ouest, hein, au Levant, avec une longue transition qui s'inscrit dans la fin du Paléolithique, dans l'épipaléolithique, jusqu'aux environs de 10 000 avant notre ère. Cette transition de village, enfin, de hameau sédentaire du Natoufien vers les premières sociétés agricoles et villageoises du Pre-Pottery Neolithic Age, du PPNA. Et puis ensuite, suivi par le PPNB, hein, et ces trois phases, puis l'apparition de la céramique qui marque une réorganisation importante des sociétés, des territoires à partir de 7000 avant notre ère. Donc en gros, cette transition néolithique, hein, elle dure 3 millénaires, hein, et ces 3 millénaires sur l'île de Chypre, au moment où Jean Guilaine et François Briouat sont arrivés au début des années 90 pour les premières investigations, cette chronologie à Chypre, elle était finalement extrêmement parcellaire, puisqu'on trouvait quelques indices enfin des indices de présence épipaléolithique, notamment sur le site d'Akrotiri, contemporain du Natoufien. Et puis ensuite, le néolithique débutait avec la phase de Kirokitia aux alentours de 7000 avant notre ère. Et puis les travaux menés à la fois par l'équipe dirigée par Jean Guilaine, hein, notre mission, mais aussi nos collègues britanniques écossais sur la région plus orientale de l'île, eh bien, ces travaux-là ont permis de compléter cette chronologie avec pratiquement un millénaire et demi de quelque chose qu'on a appelé le PPNB chypriote, hein, Cyclo-PPNB, avec ici j'ai noté 3 sites, hein, Chilorocambos, bien sûr, qui a été fouillé par notre mission, Milukia, fouillé par Eddie Peltenburg, et Akantou. Ces travaux ont permis de rajouter finalement, de vieillir considérablement le néolithique sur l'île de Chypre et de montrer qu'il y avait eu beaucoup plus de contact avec le continent que ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Mais il restait quand même une lacune chronologique importante entre 8500 et 10 000. Hein. Cette lacune, nous avons commencé à la combler avec la découverte du site de Kimonas, qui est intervenue à peu près en même temps aussi que la découverte du site d'Asprokremnos, hein, fouillé par nos collègues écossais également. Et donc, ces deux sites ont permis, là encore, de vieillir le néolithique chypriote jusque dans l'équivalent du PPNA récent du continent. Le site de Climonas, vous le voyez, est situé dans le périmètre finalement de la campagne d'Amatonte, hein, du site antique d'Amatonte, à côté, à la sortie orientale de la grande agglomération, de la grande métropole de Limassol. Et il est situé à 1,5 km à vol d'oiseau de la côte actuelle et à 1,5 km à vol d'oiseau de Chilorocambos. Donc on reste dans un très petit périmètre. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres sites qui ont été pointés par les nombreuses prospections réalisées par nos collègues travaillant sur Amatonte durant les années 80 et 90. Et en particulier le site de Trombogounos, dont nous ne reparlerons pas, mais qui appartient également à cette mouvance pré-céramique de cette région. Le site de Climonas est localisé sur des terrasses qui font face à la mer. Et vous voyez qu'il est à la limite du village d'Aiostikonas, c'est-à-dire dans une zone de construction très active. Il était temps de s'occuper de documenter ce site parce qu'il était
sinon menacé, du moins très proche d'un certain nombre de constructions. Ce site, voilà une vue qui est prise de l'amont cette fois et non plus de l'aval, où on voit donc l'emprise de la fouille de 2011, les constructions modernes, et puis tout au fond la colline d'Amathonte. Ces fouilles, les premiers sondages ont été faits en 2009, et puis les fouilles se sont déroulées suivant 5 longues campagnes d'un mois et demi chacune entre 2011 et 2016. Sur ce modèle numérique de terrain mis au point par nos collègues de l'INRAP, aussi membres de l'équipe, on a délimité d'abord en blanc à contour rouge les zones qui ont été décapées ou fouillées, et puis en vert un espace grosso modo d'un demi-hectare dans lequel on a trouvé des témoins de ce village du PPNA de Limonas. Et vous voyez sur le profil qui est en bas de la diapositive que ce village était implanté sur cette série de terrasses, hein, sur les rebonds de ces terrasses et sur la terrasse du haut, la terrasse moyenne et la terrasse du bas, peut-être un peu plus loin que ce qui est conservé aujourd'hui. En effet, le village a été soumis à une érosion très importante, comme dans beaucoup de régions méditerranéennes, en particulier à Chypre, érosion très importante qui fait que l'essentiel, évidemment, les élévations sont extrêmement limitées, et l'essentiel de ce qu'on observe en premier décapage, vous voyez sur la diapositive de gauche, bien, ce sont des contours de bâtiments curvilignes. Et ces contours de bâtiments curvilignes nous ont permis de localiser pas loin d'une trentaine de bâtiments sur toutes les zones que nous avons décapées. Vous en avez le plan à droite, avec une forte densité dans cette partie basse, mais ce n'est pas parce qu'il y en avait plus dans la partie basse que dans la partie haute, c'est parce que là, on a fouillé de manière un peu plus intensive. La première découverte qui a été faite au début de la campagne de 2011 est un bâtiment, lui aussi, à contour circulaire. Vous voyez ici l'un des tout premiers décapages. Ce bâtiment, vous voyez sa position, hein, il est dans la zone qu'on a qualifiée de centrale, et il a la particularité j'y reviendrai, d'avoir un diamètre d'une dizaine de mètres, ce qui est considérable pour des bâtiments de terre crue de cette époque PPNA. Et deuxième particularité, c'est que la fouille qui nous a retenu 2 campagnes presque complètes, la fouille du comblement de ce bâtiment a révélé une richesse tout à fait remarquable, bien sûr un peu perturbée par un certain nombre de creusements, vous voyez en gris ici, hein, qui sont de période plus récente, mais cette richesse et cette complexité finalement décrivent une succession de bâtiments de terre crue qui ont été d'une certaine manière empilés les uns sur les autres depuis la zone profonde, hein, qui représente la première phase d'occupation, jusqu'à des zones très superficielles dont certaines ont peut-être même disparu avec l'érosion. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça montre que ce bâtiment a une vie, hein, une durée, et donc des phases de reconstruction régulières. Quand nous sommes arrivés au fond du bâtiment à la fin de la campagne de 2012, nous avons donc pu prendre ce cliché qui montre finalement son contour parfaitement circulaire, ceinturé par un fossé peu profond dans lequel était inséré un mur de terre crue. On en voit ici quelques restes, avec des banquettes de terre crue également, hein, qui ont été abîmées ici par des creusements du néolithique avec céramique. Un trou, une série de trous de poteaux centraux, et puis des structures périphériques qu'on voit mal ici, mais qui révèlent en fait des trous de poteaux périphériques avec une espèce de péristyle. Alors, ces fosses qui sont ici n'ont rien à voir avec le bâtiment lui-même, hein, ce sont des fosses de plantation antique que nous avons également étudiées, bien entendu, puisqu'elles faisaient partie de l'emprise, mais qui n'étaient pas notre objet principal. Un dispositif particulier au nord-est de ce bâtiment, qui a été repris à plusieurs reprises, représente sans doute une entrée, ce qui là aussi est un cas assez rare dans des bâtiments de cette époque. En fait, ce bâtiment, il a pour caractéristique d'être, comme je l'ai dit, circulaire, d'une taille très imposante, semi-enterré, avec cette large entrée, avec une plateforme interne aménagée, creusée dans le substrat, possiblement des cloisons internes, en tout cas certainement des banquettes. On voit ici la reconstitution d'une des phases de reconstruction du bâtiment, la phase moyenne. Et puis un grand nombre de dépôts d'objets, de cachettes d'objets dans les banquettes, dans le sol,
Et puis, donc, ces phases de reconstruction, 4 ou 5, probablement 5, que nous avons pu dater, j'y reviendrai, grâce à une grande série de datations radiométriques que nous avons traitées avec la méthode bayésienne. Nous avons pu dater entre 8817 et 8750. Alors évidemment, il ne faut pas regarder ça à l'année près, hein, bien entendu, mais en tout cas, ce qui est important dans ces chiffres, c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre, ce qui veut dire que le bâtiment a fonctionné pendant un temps court, hein, qui est au maximum de 50 à 70 ans, mais probablement moins. Et puis ce bâtiment était entouré de constructions plus petites, hein, sur lesquelles je vais revenir bien sûr, qui fait qu'il présente une situation tout à fait particulière, hein, on a tenté ici l'élévation, une situation tout à fait particulière par toutes ses caractéristiques, qu'il assimile à ce qu'on connaît dans le PPNA de la vallée de l'Euphrate, d'Anatolie du Sud-Est, du Levant Sud, c'est-à-dire ce qu'on appelle les bâtiments communautaires. Ces bâtiments communautaires apparaissent au PPNA et signent la transition entre les hameaux du Natoufien, où aucun bâtiment n'était vraiment distingué par rapport aux autres, et les vrais villages, hein, qui se distinguent par l'existence justement de ce bâtiment communautaire. Voilà des photos et des reconstitutions que nous devons à Daniel Sander et qui viennent du site de Jeff Elarmar, hein, sur les bords de l'Euphrate, où on voit deux types de bâtiments communautaires avec des plans différents, et ces bâtiments communautaires accueillaient sans doute, hein, une série d'activités, de stockage probablement communautaire, d'actes de la vie sociale, éventuellement religieuse, mais aussi quelques actions artisanales, constitumales, étaient-elles symboliques, étaient-elles communes. En tout cas, ce sont des bâtiments qui sont particulièrement intéressants et qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver sur l'île de Chypre, qui avait, comme je l'ai montré au début, toujours été considérée comme étant un peu à l'écart ou en retard par rapport au développement du néolithique continental. Alors, au-delà de ce bâtiment, nous avons évidemment exploré d'autres zones, en particulier la zone qui est portée ici en rouge, hein, au nord-ouest, à l'extrémité nord-ouest de ce qui est conservé du village. Voici un autre bâtiment dont on voit ici encore la structure curviligne. Et ce bâtiment, une fois qu'il a été fouillé, donc c'est la fouille que nous avons faite en 2014, et une fois qu'il a été fouillé, a montré finalement une structure relativement proche de celle du bâtiment communautaire, avec un décaissage amont, un remblaiement aval qu'on ne voit plus ici puisqu'il a été retiré par la fouille, et puis un fossé périphérique dans lequel était inséré un mur de terre crue, un mur non pas de briques, hein, mais de terre crue accumulée en boule à la main, hein, un mur vraiment de forme relativement primitive. Et donc on retrouve un peu la même structure, mais les dimensions ne sont pas du tout les mêmes, puisque là on a un bâtiment qui, vous le voyez sur l'échelle, a un diamètre de 6 mètres, qui est déjà très grand, mais qui est beaucoup plus petit que le bâtiment communautaire. Dans ce bâtiment, nous avons identifié un certain nombre d'aménagements, des limites de banquettes, des fondations de cloisons, un certain nombre de fosses qui sont pour certaines des fosses de construction, pour d'autres probablement des fosses de condamnation, des entrées qu'on n'a pas encore localisées très bien, et nous avons pu proposer une reconstitution en élévation, évidemment, avec tout le caractère hypothétique que revêt cette démarche. Mais en même temps, ce bâtiment 800, hein, du secteur F a été pour nous une très belle expérience parce qu'il nous a appris d'une certaine manière à aborder des constructions de ce genre, ce que nous avons fait alors à grande échelle sur le secteur B, donc au sud, hein, de l'agglomération, où là nous avons repéré une vingtaine de bâtiments dont nous avons fouillé les trois quarts. Hein, vous voyez, alors ils ont été repérés, certains sont très arasés, il ne reste plus que la gouttière périphérique amont, et puis d'autres sont encore conservés. Vous voyez ici donc le décaissage finalement presque conservé dans tout son développement altitudinal d'un bâtiment, même de plusieurs bâtiments implantés sur cette plateforme finalement artificielle, hein, générée par le creusement des bâtiments PPNA. Alors, cette zone, ce secteur B que nous avons fouillé, reconnu en 2015 et fouillé en 2016, finalement donne une image extrêmement dense de ces bâtiments. Vous voyez ici, il y a plein de petits bâtiments qui se recoupent, hein, sur cette plateforme. J'y reviendrai, il y a 3 bâtiments, il y en a 2 sur celle-ci.
Donc, on voit une complexité importante, mais qui est évidemment accumulée au fil du temps, mais au fil d'un temps qui reste court, puisqu'en fait, ces bâtiments de terre crue étaient peu pérennes, hein. On estime à quelques années leur durée de vie, maximum une dizaine d'années. Et du coup, on reconstruisait en bénéficiant finalement du décaissage qui avait été fait pour le premier bâtiment et puis de la plateforme qu'on avait aménagée. Donc, on reconnaît un certain nombre d'aménagements, je vais y revenir en détail. Je signale juste ici des grandes pierres qui sont des pierres de seuil, hein, c'est-à-dire qu'on a trouvé un certain nombre, enfin un petit nombre de portes d'entrée à ces bâtiments, toujours orientés vers le nord-ouest, nord-est, comme pour le bâtiment communautaire. On a pu reconstituer, alors c'est une proposition, hein, c'est un scénario possible, il y en a plusieurs, mais reconstituer finalement en fonction des recoupements de ces tranchées de fondation de bâtiments, on a pu reconstituer une chronologie d'occupation de cette partie du versant, hein, qui montre que finalement, à un temps T, il n'y avait que 2, 3, voire 4 bâtiments qui coexistaient. Donc finalement, la densité apparente est beaucoup plus faible et on peut estimer qu'à un temps T, il y avait peut-être l'équivalent de 200 à 300 personnes au total sur le village, ce qui reste quand même un très petit village. Alors évidemment, ces bâtiments nous ont permis d'établir une typologie, hein, d'essayer de se rendre compte qu'il y avait quand même une grande variabilité, qu'il y avait sans doute des visées, des utilisations différentes selon les bâtiments. Qu'est-ce qui est bâtiment d'habitation? Qu'est-ce qui est bâtiment d'activité technique? C'est difficile à dire. Est-ce que ce bâtiment 800, qui finalement diffère un peu de tous les bâtiments qu'on a trouvés, hein, celui-là, le 800, diffère un peu de tous les bâtiments qu'on a trouvés sur le secteur B? Est-ce que vraiment il avait une fonction plus proche du bâtiment communautaire que des bâtiments domestiques ou des bâtiments techniques? Tout ça sont des questions qui évidemment restent en suspens. Je reviens à des choses simples, puisqu'en fait, c'est ce qui est visuel ici, hein, ce fossé périphérique qui reste une constante, ces entrées, hein, toujours un peu situées, c'est les flèches jaunes ici, parfois avec un aménagement, probablement un aménagement particulier, et puis ces taches oranges qui sont en fait des fosses foyères. On va en voir ici une fois vidées, hein, ou vidées par moitié. Ces fosses foyères, en fait, elles correspondent à chaque fois à un bâtiment. Alors, vous voyez ici un, deux, trois, une de trois tranchées de fondation, hein, qui se recoupent en arcs successifs en se décalant vers la gauche. Et donc, on retrouve les trois foyers finalement qui correspondent à ces trois constructions. Donc, il y a quand même un schéma relativement constant et qui caractérise ce village. On a trouvé également un certain nombre d'aménagements, bien entendu des trous de poteaux qui en général se situaient soit au centre du bâtiment, soit plutôt à la périphérie aval, hein. Il ne semble pas qu'il y ait eu de poteaux à la périphérie amont, hein, qui étaient appuyés contre le décaissage du substrat. On a trouvé également un certain nombre de dispositifs dont on ne connaît pas exactement l'utilisation, mais ces cup marks, hein, dont on pense qu'elles ont pu servir à broyer des graines, avec cette cupule au milieu. Elles sont connues sur le continent aussi, ou bien des fosses tapissées d'une armature de petites pierres agencées de manière jointive. On pourrait presque parler de mosaïque s'il y avait effectivement un motif apparent. Et puis, il y a un certain nombre d'objets remarquables qui sont très souvent déposés soit dans l'épaisseur du mur, plutôt dans la partie basse, hein. Je dirais les parties hautes, on ne les a pas, donc on ne peut pas tellement en parler non plus, mais en tout cas, plutôt au moment de la fondation du mur. Vous voyez ici le plan du bâtiment 800 avec en rouge toutes les petites offrandes. Alors, ça peut être une pierre à rainure, hein, décorée comme celle-ci, ça peut être une armature de flèche remarquable, ça peut être un pendentif en coquillage. Et on voit qu'en fait, il y a quand même une prédilection à les enfouir à la base des murs, mais il y a également des fosses, en particulier ces fosses remplies de lames d'évitage de silex, qui sont des fosses dont la fonction est évidemment peu connue, peu comprise, mal comprise, mais qui, de toute évidence, peuvent être interprétées, enfin, en tout cas, avec sans doute une valeur symbolique forte, au-delà même du fait que ça peut être aussi des réserves de matières premières. Et puis, il y a même des ossements animaux qui sont agencés. C'est le cas de ces fragments de crâne de sanglier qui sont agencés dans une mise en scène
on voit une mâchoire inférieure et une mâchoire supérieure, et en fait, elles n'appartiennent pas au même animal, hein. Il y a une espèce de mise en scène, de reconstitution à partir de pièces osseuses qui sont d'origine différente, de façon à mimer, alors on ne sait pas exactement quoi, mais là, il y a une association entre jeunes et adultes, il y a une association entre les membres et la tête, enfin, il y a différentes choses de ce genre qu'on peut tenter d'interpréter. Et puis, je vais laisser la parole à François qui va nous en dire plus sur l'industrie lithique et l'outillage de ce village de Climonas. Pour ma part, j'évoquerai donc toutes les questions des restes matériels en fait, hein, que ce soit la pierre taillée, la vaisselle, les représentations symboliques, voilà. Donc, alors en ce qui concerne l'industrie de pierre taillée, bon, elle est très très abondante sur le site de Climonas. C'est plusieurs centaines de milliers de pièces qui ont été récoltées et qui ont demandé beaucoup de travail à l'équipe et aux étudiants que j'ai encadrés, donc des centaines d'heures de travail sur table pour à la sortie de ce matériel de la fouille, de le classer, de l'organiser, de le laver, de le traiter. Et donc, globalement, ce matériel lithique très abondant, hein, provient en partie de dépôts primaires, c'est-à-dire de sols vraiment d'occupation des structures que Jean-Denis a présentées. Parfois, selon le plus grand nombre, de comblements secondaires, c'est-à-dire après des recyclages d'anciens bâtiments qui sont recomblés, donc les déchets sont reconvertis dans ces creusements. Euh, on retrouve également de l'industrie dans les architectures de terre crue, dans les sols, c'était dit précédemment, sous la forme de caches, d'objets isolés. Et il y a de très grosses masses aussi de déchets de taille qui sont recyclés dans les sous-bassements des bâtiments sous forme de radiers, c'est-à-dire que tous ces déchets qui sont produits pour la fabrication de l'outillage du quotidien sont jetés dans les creusements, nivelés et recouverts d'un sol en terre crue ensuite créer le bâtiment. Alors cette abondance de cette industrie lithique souligne le caractère intensif des activités de taille qui se sont déroulées sur le site. Et en fait, cette abondance est quelque part favorisée par la proximité des sources de silex. À moins d'un kilomètre au nord-ouest de Climonas se trouve un fameux gîte sur une localité qui s'appelle Atiaki, et où se trouve une source, voilà, c'est signalé par le triangle bleu, où se trouve une source de matériaux remarquables. Alors, le silex est très abondant et d'excellente qualité, et les occupants de Kimonas, mais également tous les occupants d'ailleurs du territoire, hein, ceux de Chilro-Cambos, de Trombovounos, de tous les sites néolithiques du territoire, se sont approvisionnés sur ces formations crayeuse dite de l'Efkara, hein, le nom local de la formation du Paléocène du bord sur le long du littoral chypriote. Et donc, les sources profondes, les niveaux profonds de ces formations de l'Efkara ont livré une variété de qualité exceptionnelle que vous voyez en haut. Donc, c'est la variété translucide qui a été majoritairement exploitée. De cet ordre-là. Tous les échantillons que nous avons traités donnent grosso modo un taux d'utilisation de 70%. Il y a une préférence pour ce matériau vitreux et de bonne qualité, et en plus très coloré. Et il y a une deuxième variété qu'on trouve dans les mêmes formations, mais dans des étages supérieurs. C'est la variété dite opaque, qui est à grain fin et de bonne qualité également, mais qui a été employée également dans l'industrie. Alors sur la diapositive suivante, donc Jean-Denis, je te laisse, Oui, pardon. parce que voilà, Oui, oui, on est à distance, donc en fait, le seul matériau exogène, en fait, c'est l'obsidienne. L'obsidienne qui a été amenée du continent, et ça c'est vraiment exceptionnel. Il y en a très peu, bon, je tiens à le souligner, hein, il y a 4 ou 5 éléments qui ont été trouvés à la fouille,
par rapport à des centaines de milliers de silex, c'est vraiment, ça paraît dérisoire, mais ces éléments d'obsidienne sont extrêmement importants, puisque d'abord, ce sont les plus anciens actuellement découverts à Chypre, et ils proviennent de sources fameuses de l'Anatolie. Et alors, des analyses qui ont été effectuées par l'IRAMAT, par Bernard Gratus, montrent précisément la source. On le voit dans le diagramme qui est présenté en bas à droite, la source et les points où se situent les pièces de Clémonas. Et donc, en fait, ça correspond à une source précise, hein, qui correspond au Goludag. Alors, évidemment, cette obsidienne n'est probablement pas arrivée directement des sources vers Chypre. À cette époque-là, sur le continent, il existe des réseaux de circulation de matériaux de diverses natures, hein, des coquillages marins, de la malachite, de la turquoise, différentes choses, dont l'obsidienne, qui suivent des routes et des réseaux embryonnaires dans les premiers temps, mais plus structurés ensuite au cours du développement du néolithique pré-céramique. Et probablement, il y a des sites relais qui se sont chargés de distribuer cette obsidienne. En tout cas, elle a franchi le bras de mer et elle est arrivée à Chypre à une époque très ancienne, et les occupants de Clémonas donc avaient dans leur kit d'outillage un peu d'obsidienne sous la main. Alors, je vais présenter cette industrie maintenant. Donc, quels sont les caractères de cette industrie? Alors, en fait, on s'aperçoit que ces gens-là étaient maîtres dans l'art de tailler la pierre, hein, puisqu'en fait, on retrouve une industrie qui est basée sur la production de lames, et ces productions de lames sont parfaitement maîtrisées. Elles sont vraiment effectuées par des tailleurs expérimentés, avec parfois même un haut niveau d'expérience, et sont capables de produire des lames de différentes natures, de différentes tailles, dont cette très grande lame que vous voyez à droite, qui est exceptionnelle. Et donc, ces débitages laminaires nous renseignent sur les modes de production, des outillages. Et alors, en fait, vous avez à gauche un type de nucléus qu'on appelle le nucléus, c'est-à-dire le bloc de matière première duquel on extrait les supports laminaires, sont de forme conique ou pyramidale, débités en mode unipolaire pour produire des petites lames de forme triangulaire qui serviront de support donc, pour la fabrication de cet outillage. Alors cet outillage, effectivement, c'est la suivante. Cet outillage est assez diversifié, il est assez varié. Donc, ce sont des très riches industries. On a des assemblages très nombreux, et en plus, on a la chance d'avoir un outillage numériquement très important. Et donc, sur le plan statistique, évidemment, c'est très significatif. On voit que c'est dominé par ce qu'on appelle des burins, quoi, qui sont des outils assez courants dans ces périodes-là, des grattoirs également. Il y a beaucoup de grattoirs sur éclat et sur lame. Mais la particularité qu'il faut souligner pour cette industrie, c'est, outre le grand nombre de micro-perçoirs, c'est le très grand nombre de pointes de projectiles. Alors ça, c'est un caractère très très marqué. Donc là, dans cet échantillon-là, il est de plus de 6%. Mais dans tous les tirages, dans toutes les parties du site que nous avons étudiées, on a grosso modo une forte charge en pointe de projectile. Il n'y a pas d'endroit spécialisé où on retrouverait tel type d'outillage ou tel autre. Là, c'est globalement récurrent. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces pointes de projectiles. Donc, à gauche, un petit schéma qui résume en gros le schéma opératoire de production de ces pointes de projectiles. Donc, un nucléus conique duquel est extraite une lame de forme triangulaire qui elle-même est modifiée par des retouches pour dégager un pédoncule. Et donc, en fait, c'est un type de production de pointes de projectiles sur lame, de forme prédéterminée. Alors, vous avez un échantillonnage, un petit échantillonnage de ces belles pointes de flèches, colorées d'ailleurs, hein, vous voyez, en même temps les beaux silex que l'on trouve dans cette région du sud de Chypre.
et avec des formes variées, mais le modèle récurrent, c'est ces flèches triangulaires à petit pédoncule, c'est un pédoncule assez court, et alors là, bon, ces flèches sont très importantes, puisqu'en fait, outre leur fonction, elles nous renseignent sur le contexte chronoculturel, et confirment le contexte chronoculturel dans lequel nous nous situons. Et on est en plein dans le type d'un des modèles de pointe de projectiles que l'on trouve au Proche-Orient dans le néolithique pré-céramique A, hein, la première phase du néolithique pré-céramique. Et on peut rattacher en particulier ces types de pointes de projectiles à ce que l'on retrouve sur certains sites de l'Euphrate, dans des contextes contemporains. Et il y a même certains modèles de flèches de type losangique dont on pourrait retrouver l'origine plus au nord, dans la région qu'on appelle la Djéziré, dans les Hautes-Vallées, hein, du Tigre de l'Euphrate, ce qui correspond grosso modo à la Haute Mésopotamie. Donc on est plutôt sur un contexte, une ambiance qui est plutôt effectivement nord-levantine, avec l'apport ce sont ces gens hein, qui ont fait circuler ce message culturel à travers ces points de projectiles qu'ils ont reproduites à Chypre sur les matériaux locaux. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, ces points de projectiles, j'en viens à la partie fonctionnelle, donc, qui a fait l'objet de travaux très approfondis par mes collègues Laurence Astruc, Niccolò Mazzucco et Bernard Gassin, qui ont consacré plusieurs séances, hein, sur plusieurs années de travail de mission, à étudier très en détail un gros échantillonnage de l'outillage de Climonas, et en particulier les pointes de projectiles, où là vous avez un diagramme avec les principaux stigmates hein, qui indiquent que ces flèches ont bien servi pour des objectifs synégétiques. Alors on voit des traces d'impact, des fois des fractures, des écaillements, des rayures, enfin des polis, etc., très discrets, qui savent interpréter et qui confirment que ces pointes de projectiles sont bien utilisées pour la chasse. Donc là, on a un appareillage finalement qui est fondé sur une activité de chasse principalement. Cet outillage révèle ça pour en tout cas ce type d'industrie. Alors il y a bien sûr d'autres aspects qui ont été traités sur les autres outillages qui révèlent en fait que cette industrie est utilisé aussi pour le traitement des matières animales, pour la boucherie notamment, le travail de la peau, de l'os et de la coquille. Il intervient également pour le travail sur les matières végétales, donc comme le bois, les cannes ou le roseau. Et puis également, il y a des indications d'usage de cette industrie pour le traitement des matières minérales. Donc ça peut être lié à la fabrique de parures, le façonnage de vaisselle de pierre, la réalisation de petits objets. Voilà, donc tout cela nous renseigne. En gros, on a inscrit sur les tranchants de ces silex, on a inscrit en gros le secret de leur utilisation. Alors sur la suivante, un autre type d'instrument lithique emblématique de Climonas, ce sont des lames, mais des lames qui sont bien particulières puisqu'elles présentent un lustré latéral, un brillant, ce qu'on appelle le gloss en anglais, un poli d'usage qui est bien spécifique. Et là, pareil, ces objets ont été analysés au microscope métallographique. Et donc, il y a confirmation sur ces instruments de formes variées et de dimensions variées d'un usage pour la récolte de céréales. Alors, on en parlera un peu plus loin. Ces céréales correspondent en particulier au blé amidonnier qui a encore des caractères sauvages, cultivé certainement à l'extérieur du village. Et les récoltes étaient faites avec ces faucilles en fait, qui étaient armées de ces lames. Alors, soit des faucilles à éléments composites avec les petites lames, en fait, il y a plusieurs petites lames qui constituent la faucille avec un manche légèrement courbe ou rectiligne. Et les plus grands éléments, comme ceux qui sont en haut, correspondent à des couteaux à moissonner.
Donc, c'est plutôt des éléments monolithiques en fait qui sont dans un manche. Donc, tous ces instruments ont été utilisés pour la récolte des végétaux. Alors, un travail est en cours, conduit notamment par Nicolo Matsuko, notre collègue, qui va pousser plus loin l'analyse pour, au moyen d'un microscope confocal, pour déterminer le degré de maturité de ces plantes au moment où elles ont été récoltées. Alors sur la suivante, pour enchaîner, parce qu'il y a pas mal d'aspects à présenter encore, un autre aspect important du matériel en fait qu'a livré Société de Clémonas, c'est le macro-outillage que l'on retrouve classiquement sur tous les sites néolithiques à Chypre et sur le continent, bon, c'est à ces périodes-là. Donc là, ce matériel, vous avez un petit échantillonnage de ce matériel qui a été étudié par Jérôme Robitaille, et donc on trouve beaucoup de meules, des molettes pour broyer le grain. On trouve aussi grand nombre de percuteurs de différentes formes, de différents poids, sphériques, oblongs, etc. Donc, qui a été utilisé en partie d'ailleurs pour débiter le silex. En haut à droite, vous avez un maillet à gorge, bon, fragmentaire, mais qui est assez significatif. Donc, un gros maillet assez lourd qui a pu servir probablement à creuser le substrat pour aménager les structures, et un type d'objet un peu particulier qui correspond à ce qu'on appelle une pierre à rainure, en fait, qui est un objet qui a des qualités esthétiques supérieures aux autres objets. Donc, celui-ci, d'ailleurs, est parfaitement façonné et doté de gravures, d'un réticulé de gravures d'incision profondément marquées. Donc, vous voyez, c'est un objet qui a quand même un attribut personnalisé. Et donc, le sillon central servait très probablement comme avait pour fonction de redresser les flèches, en fait. C'est la fonction habituelle qui est attribuée pour ces objets-là. Alors, ce type d'objet est important puisqu'il est bien connu, il est bien connu sur le continent dès le Natoufien, mais en tout cas dans le PPNA, il est très très courant, et donc il est à Chypre, donc ce qui montre là encore une identité continentale contenue dans ce matériel. Alors, sur la suivante, je crois qu'il y a quelques éléments de vaisselle, puisqu'en fait, ça mérite d'être souligné. Nous sommes dans un néolithique, mais enfin, néolithique ne veut pas dire néolithique que les poteries existaient. En Europe occidentale, c'est le cas. Quand on parle de néolithique, très souvent, on connaît la poterie. Mais dans ce contexte proche oriental, la vaisselle est en pierre, en fait. Alors, ce qu'il en reste, en tout cas, bon, peut-être qu'il y avait des gobelets, des ustensiles en bois, mais on n'en a pas retrouvé de traces. Mais donc tous les récipients, sous la forme de plats, de bols, etc., donc vous voyez, sont de forme assez simple, creusés dans des blocs de calcaire. Et donc là, ce sont les travaux de Claire Manin qui a étudié en particulier toutes les variantes de cette vaisselle, hein, et il y a des traces de fabrication sur place, et on a vous voyez, des gobelets et des bols usagés. Donc ça, c'est un aspect important des aspects du matériel de Kimonas. Et ensuite, en ce qui concerne le symbolique et la parure, alors bon, le symbolique est assez limité. Je dirais qu'on n'a pas trouvé d'objets d'art, hein, vraiment au sens propre du terme, mais tout un ensemble de figurines en fait que l'on peut classer dans des éléments non figuratifs en fait qui sont, vous voyez, ces objets un peu cylindriques ou tronconiques, qui sont dotés de sillons eux aussi profondément incisés ou de zones sculptées dans le calcaire et qui figurent de manière très très stylisée, on peut appeler ça des figurations anthropomorphes extrêmement stylisées et qui sont connues également sur le continent dès le Natoufien. Il y a des représentations sur galets avec des expressions extrêmement simples. Alors ensuite, une parure également très abondante sur lequel qui est composée essentiellement d'éléments en coquillage marin. Donc vous en avez un petit échantillonnage en haut à droite, vous voyez, donc c'est des éléments assez simples, des perles cylindriques, des dentales tronçonnés, des éléments de coquillage poli et perforé, des éléments de coquilles fossiles
qui étaient naturellement percées, donc qui étaient suspendues. Vous voyez, donc différentes formes. Et surtout, dans le domaine du minéral, des parures qui sont dans une roche verte absolument exceptionnelle, ce qu'on appelle la vert tendre, couleur vert tendre, qu'on appelle la picrolite, et qui est un matériau proprement chypriote. Alors cette parure, bon, je peux pas, je n'ai pas le temps d'en faire le détail, mais disons que tout ce matériel étudié par Solange Rigaud donc montre là, on le voit peut-être pas très bien sur la diapo, mais figure au sommet de cette parure triangulaire un, une tête d'oiseau en fait stylisée, hein, et vous avez la perforation latérale. Voilà. Donc sur la suivante, j'aborderai rapidement les questions qui ont été étudiées par Solange Rigaud, qui s'est intéressée à la nature de ces coquillages introduits à Climonas et leurs sources, de savoir d'où venaient ces coquillages marins. Et ça, c'était d'ailleurs un casse-tête à chercher pendant longtemps pour trouver les sources. Et en fait, les sources, ça correspond à des gîtes de coquillages fossiles, en fait. Il n'y a pratiquement pas ou très peu de coquillages marins prélevés sur le littoral actuel. Ce sont des coquillages fossiles qui ont été ramassés et collectés et transformés ensuite sur le site pour faire ces parures. Sur la suivante, un échantillonnage de parures minérales. Donc, vous voyez que la couleur verte est nettement dominante. Et rechercher le vert, il y avait sur le plan symbolique, certainement, le vert avait une forte place. Et les parures sont relativement simples. Elles sont un galet poli avec une simple perforation. Après, dans les éléments qui peuvent être aussi dans ce qui est la parure, la décoration, la peinture, etc., on a retrouvé des blocs et des grains de colorants, hein, de nature variée, avec du noir, de l'ocre jaune, de l'ocre rouge, du vert, etc. Et donc, très probablement, ces colorants qui étaient collectés sur le territoire et dont les sources ont également été recherchées, enfin d'abord, ces colorants ont été caractérisés sur le plan minéralogique et les sources ont été recherchées par une équipe du muséum, hein, et donc qui a retrouvé un certain nombre de ces sources. Donc, et ces colorants étaient très certainement impliqués dans la décoration de bâtiments et également probablement pouvaient avoir un usage aussi pour euh, la coloration des peaux et la parure des décors, hein, également, pourquoi pas. C'est connu dans les sociétés traditionnelles actuelles. Et voilà, on passe à la chronologie et je redonne la parole à Jean-Denis. Oui, alors j'ai déjà parlé un petit peu de datation. En fait, nous disposons maintenant d'une cinquantaine de datations radiométriques au carbone 14 sur le site d'Okymonas. On a multiplié les séries, hein, grâce à l'aide d'Antoine Zazo et de ses collaborateurs pour essayer d'avoir vraiment un calage chronologique précis. Et c'était très difficile parce que les charbons de bois, les graines sont très rares, je vais en parler à l'instant, et les charbons de bois sont très petits. Donc il a fallu employer des techniques très sophistiquées pour isoler le carbone et faire ces dates. Et le grand nombre de dates dont nous disposons, ici il n'y en a qu'une partie, hein, donnaient d'entrée une tranche chronologique assez large, tout simplement parce que comme le montre le diagramme qui est à gauche, eh bien, toutes ces dates tombent sur un plateau de calibration du carbone 14. Et donc, on avait une tranche très large entre 9200 et 8600 qui correspond au PPNA récent sur le continent. En vérité, l'utilisation des méthodes bayésiennes qu'Antoine Zazo a développées avec la collaboration d'Anita Kiles, l'utilisation de ces méthodes a permis de resserrer considérablement la fourchette. J'ai donné tout à l'heure des bornes, hein, qui sont très resserrées, autour de 8800. Et je l'ai donné à propos du bâtiment communautaire. On a un empilement d'actions qui permet de ce traitement bayésien, mais on a fait le même travail, et ce n'est pas encore publié, mais on a fait le même travail sur les bâtiments du secteur B, où on trouve exactement les mêmes dates. Donc ça veut dire que ce village a été occupé pendant un temps très court, de l'ordre de quelques dizaines d'années, et que ben ça reste un peu une énigme. Pourquoi un temps aussi court? Donc on pourra y revenir s'il y a des questions à ce sujet.
Alors, les données des témoins archéobotaniques et archéozoologiques sont également très importantes, qualitativement et quantitativement. Alors, qualitativement pour l'archéobotanique, puisqu'en fait, il y a très peu de bonne conservation des grains. On a trouvé pas mal de pistaches. Alors, ça, c'est Margaret Attenberg hein, qui est venue nous aider, ainsi que ses collaboratrices. Euh, euh, Andrea Fares notamment, Georges Wilcox est également intervenu sur les empreintes. Donc ils ont trouvé des graines carbonisées, principalement des pistaches, mais également quelques graines de céréales. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que ces céréales relèvent, comme l'a dit François, du blé amidonnier, d'une forme sauvage du blé amidonnier, mais qui n'est pas autochtone à Chypre, donc qui a été introduite. Et ça témoigne, avec tous les éléments qui ont déjà été invoqués, d'une agriculture tout à fait comparable à celle qu'on trouve à la même époque sur le continent, qu'on appelle l'agriculture pré-domestique, hein, c'est-à-dire qu'on cultive des plantes qui ont encore une morphologie sauvage. Les données de la faune, alors on a là, c'est quantitativement, hein, vous voyez ici près de 3000 restes déterminés, probablement 10 à 15 000 petits fragments qui ont été tamisés, triés par toute l'équipe sur la fouille et ensuite traités au cours des campagnes d'études. Ben, ce qui est frappant, c'est que, vous le voyez dans le diagramme en rouge, là, 95% des restes déterminés renvoient au sanglier. Un sanglier dont on connaît l'existence à Chypre dès le site des Tokremnos, puisqu'on a trouvé une petite vingtaine de restes de ce sanglier qui avant n'existait pas dans le répertoire paléontologique de l'île. Donc ce sont des animaux qui ont été introduits par l'homme, très probablement, relâchés à une époque où bien sûr l'élevage n'existait pas, hein, relâchés et utilisés comme gibier. Et on les retrouve ici, quelques 2000 ans après leur introduction, on les retrouve ici comme principal et pratiquement seul gibier, puisqu'en fait, sur l'île, à cette époque, il n'y avait rien d'autre comme grand gibier que ce sanglier de petite taille. On a trouvé également quelques restes de chiens. Bon, c'est pas très surprenant, mais lui aussi a été introduit du continent, hein, bien sûr. C'est pas très surprenant parce que le chien est connu depuis le Natoufien dans les sociétés du Proche-Orient. Et puis, plus surprenant aussi, on a trouvé les restes de souris introduites depuis le continent. C'est Thomas Coutier et ses collaborateurs qui ont mis en évidence que cette souris n'était pas la souris autochtone de Chypre, mais qu'elle avait été introduite depuis le continent. Et des restes de chats, alors un seul reste de chat, mais qui est bien en place, qui est bien caractéristique et qui ne laisse aucun doute sur le fait que le chat avait été introduit aussi dès cette époque. Peut-être comme d'ailleurs il était utilisé sur le continent pour lutter contre la prolifération des souris dans les premiers villages agricoles, peut-être pour assumer cette fonction aussi sur l'île. Le petit gibier, évidemment, est mal représenté. Je pense aux oiseaux en particulier, parce que le matériel est assez mal conservé, mais il témoigne en tout cas d'une chasse assez active au petit gibier. Et puis, quelque chose qu'on doit vraiment souligner, c'est que, vous l'avez vu, ce site est aujourd'hui à 1,5 km de la mer à vol d'oiseau. À l'époque, avec le changement de la ligne de rivage, il était peut-être à 2 ou 3 km maximum, mais enfin, du site, on ne voyait qu'une chose, la mer. Eh bien, dans ce site, il n'y a aucun reste de poisson, de même qu'il n'y a probablement aucun reste de coquillage ramassé vivant. Les coquillages qu'a montré François, hein, Solange Rigaud a bien démontré que c'était des fossiles ou bien des coquillages trouvés en laisse de mer, morts. Donc cette espèce de refus du milieu marin est aussi une énigme sur laquelle on pourra discuter éventuellement tout à l'heure. Alors, ce tableau, excusez la qualité qui n'est pas excellente, mais ce tableau resitue un petit peu l'importance de ces données archéozoologiques de Climonas dans la compréhension de ce peuplement insulaire. Vous avez ici une chronologie qui démarre d'environ 12 000 avant Jésus-Christ jusqu'au site de Kirokitia, hein, au 7e millénaire. Et on voit qu'au début, ben, les vestiges animaux qui ont été trouvés à Akrotiri ben, sont les vestiges des espèces endémiques de l'île, aujourd'hui éteintes, et éteintes très rapidement d'ailleurs, hippopotames nains, éléphants nains, souris autochtones, genettes. Et puis à Climonas, on ne trouve plus rien de ces espèces autochtones.
mais au contraire, on ne trouve plus que ce sanglier qui a été introduit donc très peu de temps après l'extinction de ces espèces insulaires, qui a été introduit, qui constitue 95% du gibier à Climonas, avec présence du chien, du chat et de la souris. Donc on voit que la faune a complètement changé en l'espace d'un millénaire et demi, 2 millénaires. Et puis ensuite, cette faune, elle va continuer à changer, mais en s'enrichissant d'espèces importées depuis le continent. À la souris domestique dont j'ai parlé à l'instant viennent s'ajouter la chèvre et les bovins en tout début de domestication, puis un peu plus tard, alors ça c'est donné de Chilorocambos bien sûr, un peu plus tard, moutons, daims et renards. Donc vous voyez que finalement, il y a aussi là, dans ce site de Climonas, un intérêt particulier parce qu'il est vraiment à la charnière de cette anthropisation phonique de l'île de Chypre. Alors, sur ce schéma, ça nous fait la transition avec la dernière partie de notre exposé, sur ce schéma apparaît une absence d'information finalement entre les données de l'épipaléolithique, hein, des Tocrénos, c'est-à-dire qui datent du 11e, enfin, 12e millénaire, et puis les données de Climonas. Et toute cette partie-là, pour toute cette phase qui est centrée sur le 10e millénaire, eh bien, on n'a aucune information, ni sur la faune, bien sûr, ni sur la présence humaine, puisqu'en fait, on n'a jamais trouvé de site existant dans cette tranche de temps. Alors, on pourrait dire que c'est parce qu'il y a eu un abandon de l'île par l'homme, mais c'est la petite histoire que je vous ai racontée en introduction sur finalement le fait qu'au fur et à mesure qu'on cherchait, on arrivait à combler les lacunes chronologiques de présence humaine, doit nous rendre extrêmement prudents. Il y a quand même besoin vraiment d'aller regarder de près sur le terrain à cette époque. Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que j'ai un message d'erreur. Alors, on vous entend toujours, mais on ne vous voit plus. Alors, d'accord. Bon, bah, écoutez, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'on voit l'écran, le PowerPoint, si c'est bien le cas. Oui, oui, alors, oui. Très bien, bon, c'est l'essentiel. Alors, donc, cette lacune, finalement, de connaissance du 10e millénaire a été notre objectif déjà depuis plusieurs années, et la thèse qui a été réalisée par Pantelisa Milona, hein, que vous voyez ici au premier rang, étudiante chypriote qui a fait un master et une thèse ici en France, au Muséum national d'histoire naturelle, la thèse de géomorphologie qu'elle a faite, nous a éclairé parce qu'elle nous a dit mais pourquoi continuez-vous à chercher des sites du 10e millénaire sur les versants? C'est même pas la peine, tout est parti. Elle nous a montré à quel point l'érosion avait finalement vidé tous les versants en augmentant l'incision de tous les fleuves côtiers. Et elle nous a dit le seul endroit où on pourra en trouver, eh bien, c'est sur les plateaux. C'est sur les plateaux qui n'ont pas été incisés par cette érosion de la fin du Tardis-Glaciaire et surtout du début de l'Holocène. Donc c'est sur ce plateau que vous voyez ici, le plateau d'Arménochori, qu'on a commencé à déployer nos efforts. Ce plateau, comme vous le voyez sur cette carte géologique, finalement, il surnage, il flotte à l'horizontale pratiquement au-dessus d'un certain nombre alors c'est un plateau calcaire, hein, il flotte au-dessus d'un certain nombre de formations qui sont plus tendres et plus argileuses et qui ont été érodées par toutes ces incisions holocènes. Et finalement, c'est sur ce genre de plateau qu'on peut avoir l'espoir de trouver quelque chose qui concerne ce 10e millénaire. Voilà une vue de ce plateau. Hein, Chilorocambos, c'est juste au pied de cette petite éminence. Climonas, c'est juste de l'autre côté. Et on voit sur ce plateau des petites plaines herbeuses avec ici des incisions des barres calcaires qui suggèrent que des cours d'eau ont pu courir à la surface de ce plateau et être ensuite comblés. C'est effectivement le travail que nous avons fait en géomorphologie durant la campagne de 2019, de parcourir tout ce plateau. Et nous sommes rendus compte en fait qu'un certain nombre de cours d'eau, ici figurés en rouge, avaient circulé sur ce plateau, puis donc incisant le calcaire du plateau, puis avaient été comblés par des produits de décomposition, enfin d'altération des calcaires environnants, pour finalement former ces petites plaines herbeuses qui finalement sont les fossiles de ces cours d'eau.
Alors ça nous a permis de commencer à orienter mieux nos recherches de prospection. Là, je vais repasser la parole à François pour qu'il nous explique un peu ce qu'on a trouvé en prospection pédestre et en prospection géomagnétique sur ces zones du plateau d'Arménocorie. Oui, donc en effet, on a prospecté de manière intensive tout ce territoire du plateau d'Arménocorie. Bon, on était déjà sur les traces des travaux qui avaient été lancés, effectués par Catherine Petit au Père vers la fin des années 80, début 90. Et donc, en resserrant le maillage, en prospectant, on a trouvé quantité de stations préhistoriques avec de nombreux silex taillés. Là, vous avez un plateau sur lequel il y a le ramassage provenant d'un site, donc avec des éléments que l'on trouve en surface. Et plusieurs sites en particulier ont retenu notre attention, comme celui de Koupétros ou celui de Pactomena. Et en définitive, c'est Pactomena qui a retenu le plus de notre attention et sur lequel on a investi par des prospections beaucoup plus serrées, un ramassage systématique, puisqu'en fait, cette industrie, non, c'est la suivante, je pense. Alors, ouais, Pactomena, donc voilà, Pactomena est situé dans le territoire, donc plus au nord de Climonas, donc, et donc, à notre surprise, en fait, ces sites qu'on découvrait ou redécouvrait, ont livré une industrie très très différente de celle qu'on avait l'habitude de voir sur les sites de Chilorocambos. Alors, je rappelle que Chilorocambos est occupé sur 1 millénaire et demi, donc on a toute l'évolution d'une tranche du néolithique précéramique. Climonas traite de la partie donc avant, antérieure à ce PPNB. Donc, en fait, dans tout le déroulement de ce néolithique précéramique que l'on connaît, qu'on avait l'habitude de connaître, que l'on connaissait à Chypre, on ne trouvait pas, en fait, on ne pouvait pas situer cette industrie que l'on découvrait à Arménocorie. Alors, elle nous a interrogé cette industrie, puisqu'en fait, elle est fondée sur l'exploitation, contrairement à Climonas, de petits blocs de silex, mais de bonne qualité, pour la production de petites lames et de lamelles, surtout, voire de micro-lamelles. Donc, on est sur une industrie plutôt de type microlithique, et avec un outillage composé de grattoirs, d'industrie sur lame, de burin également. Et on a trouvé un élément une armature de fossiles, en fait, d'anticulés, qui montre que ce groupe humain, en tout cas, récolter des plantes. Après, il faut les caractériser, ces plantes, il faut les trouver, il faut avoir d'autres éléments. Alors, jusqu'à présent, mais ce sont des travaux préliminaires, aucune armature, aucune pointe de projectile, qui nous permettrait de mieux caractériser le contexte chronoculturel dans lequel nous sommes. Mais il y a fort à parier que on trouve des éléments, puisqu'en fait, Jean-Denis le disait, le sanglier était bien présent à Chypre à des époques très anciennes, hein, de l'épippaléolithique, et qu'à cette époque-là, très probablement, ce sanglier proliférait, et il y a très certainement des armatures de flèches qui sont en face de ce faciès. Donc voilà, donc on est parti sur ce site-là, le site de Pactomena, hein, donc qui est vraiment sur un lieu très favorable, très peu érodé, avec des bassins comblés de sédiments manifestement assez épais, bordés par des escarpements rocheux, donc des endroits vraiment très favorables. Et donc pour aller plus loin dans l'approche et avant de débuter le moindre sondage ou le moindre fouille, bon, on avait envisagé une campagne en 2020 qui n'a pas pu avoir lieu malheureusement, mais en 2019, on a eu la bonne idée de faire une prospection géophysique avec deux collègues, Christophe Bénèche et Annette Abag, tous deux géophysiciens, qui donc ont fait deux types de prospection sur une surface de 1700 mètres carrés, donc ce qui est quand même assez significatif, hein, qui couvre une bonne partie du site,
et où on vous présente les résultats. Vous avez la primeur des résultats. Pour l'instant, ils sont inédits, hein, de ces découvertes. Donc, d'abord, il y a eu deux types de prospection croisées qui ont été faites. D'abord, une prospection magnétique et ensuite une prospection, une levée d'induction électromagnétique. Donc, la prospection magnétique, elle révèle en fait avec un maillage assez fin, en fait, en gros, le dessin du Talweg, en gros, la géomorphologie, mais sous-jacente au sol, donc nous donne une idée du remplissage du Talweg qui est présent dans la partie centrale du site en question. Mais plus intéressants sont les résultats de la susceptibilité magnétique, donc des prospections électromagnétiques, qui révèlent une densité d'anomalies concentrées dans une zone du terrain, que vous voyez ici en rouge, c'est la zone de plus forte densité. Et le traitement graphique, le traitement qui a été effectué de ces relevés, voilà, arrive à ce résultat qui est tout à fait remarquable et qui nous a énormément stimulé à la fin de cette campagne, puisqu'en fait, vous voyez, c'est un peu flou, hein, bien entendu, c'est quand même une image d'un relevé électromagnétique, et tout un tas on appellera ça anomalies circulaires, hein, mais assez nombreuses et juxtaposées, donc qui nous donnent vraiment, qui sont, comment dire, qui donnent des arguments pour dire que il y a des structures sous-jacentes, voire peut-être des structures villageoises, peut-être un véritable village dont il faut déterminer la nature et la chronologie. Et donc, c'est le projet qu'on s'emploie à faire pour les années à venir, donc espérons 2021, pour voir effectivement la stratigraphie, la chronologie de ce site, son caractère chronoculturel et surtout la nature de ces structures d'habitat qui doivent être certainement très nombreuses et aussi également très bien conservées. Donc, très probablement, sur cette base-là, on serait en capacité de renouveler, d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire, enfin de la préhistoire de Chypre, et de renouveler le questionnement, et de trouver, on l'espère, hein, ce fameux chaînon manquant entre l'épipaléolithique d'Akrotiri et les phases plus classiques du PPNA et du PPNB chypriote. Voilà, et je crois qu'on est arrivé au terme de notre exposé, donc voilà. Nous vous remercions de votre attention.